Soyez donc les bienvenus au live, cette table ronde consacrée à la vente avec ce sujet, au secours, je ne sais pas vendre, spécial consultant. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, je m'appelle Lionel Miska. Vous êtes à peu près 400 à vous être inscrits à ce webinaire. Soyez les bienvenus, on va tâcher de répondre à toutes vos questions. J'ai le plaisir d'accueillir deux personnes avec lesquelles j'ai travaillé un petit peu, que je connais et que j'apprécie énormément pour leurs approches complémentaires et que je vais vous présenter dans un instant. Ce sont deux spécialistes de la vente. Je vais leur poser des questions pendant une demi-heure et à l'issue de cette présentation, eh bien, vous pourrez poser vos questions, vous pourrez les poser en commentaire sur LinkedIn et sur YouTube. Alors, donc, on va commencer les présentations. Avec vous, Erwan Gouez, vous êtes consultant de consultants. Vous les aidez à, comme vous le dites dans votre accroche, à bien vivre de leur métier. Vous leur apprenez à construire leur offre et à vendre leur service. Et vous, votre constat qui est extrêmement intéressant et effrayant à la fois, c'est que 90% des personnes qui se lancent à leur compte pour être consultants échouent. Voilà, c'est un chiffre qui fait un petit peu peur et sur lequel on aura l'occasion de revenir, notamment s'interroger sur les causes de ces échecs. Olivier Guérin, vous êtes consultant également, vous vous présentez comme le spécialiste des mots de vente, voilà, mots MAUX. Vous aidez les entreprises à bâtir des cultures de vente et vous les aidez à surmonter toutes les objections en vous concentrant, dites-vous, sur les causes scientifiques et profondes. Voilà, nous sommes donc, chers amis, entre de très bonnes mains et je vais tout de suite poser la première question à Erwan Gouez. Erwan, donc, ce qui m'intéresserait, donc on le disait, hein, votre slogan c'est « Consultant, vivez bien de votre métier ». La première question, c'est qu'est-ce qui est spécifique à la vente de conseils? Oui, c'est un prérequis qui me paraît indispensable. C'est que pour réussir à vendre quand on est consultant, il faut d'abord avoir construit son offre de conseil. On ne vend pas de compétences, on n'est pas manager de transition. Et c'est, je pense, le point essentiel des échecs des consultants. Donc, il va falloir transformer ses compétences, son passé, toutes ces expériences qu'on a eues avant, dans une véritable offre de conseil. Une offre, c'est un ensemble d'interventions. Et c'est cette transformation-là qui va vous permettre justement d'être attractif, parce qu'on va vraiment comprendre ce que vous faites. Donc, ça fait partie de la vente. Voilà. Et je ne vois pas comment on peut faire un entretien de vente si on n'a pas d'offre. On ne pourra pas poser les bonnes questions. On ne pourra pas aider son client. Voilà. Je crois que c'est vraiment l'élément essentiel, hein, la construction de l'offre. Et c'est pas facile parce que les gens très compétents ont du mal à faire la différence entre compétence et offre. L'offre, c'est de l'ingénierie d'intervention et c'est aussi du marketing. Voilà, ça, je pense que c'est un sujet très important pour les consultants. Olivier Guérin, je peux rajouter, juste, Lionel, je vous permets de rajouter ce que dit Erwan. En plus, il y a un autre avantage fondamental à ce que vous dites, Erwan, c'est que une offre, ça permet également dans la vente de pas être obligé de se vendre soi-même. C'est très dur de se vendre soi-même. Avoir une offre, ça va avoir quelque chose sur étagère, un produit, un service, comme tu le dis bien, Erwan, comme vous le dites bien. Voilà. Je crois que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis et c'est vraiment important. Okay. Pour prolonger, Olivier, juste pour te dire, sur différentes interventions, j'en suis à créer des fiches produits exactement comme un produit manufacturé. Comme on lit la liste. Et donc, ces fiches produits deviennent les propositions. C'est vachement plus facile. Voilà. Alors, l'offre, c'est un processus qui a différentes étapes, qui est un petit peu long. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement à l'entretien de vente, qui est un sujet qui est un peu délicat. On a fait un petit sondage, j'ai eu quelques réponses, je vais vous montrer tout de suite les réponses. Voilà, il y a 15 personnes qui ont répondu. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont répondu. L'entretien de vente, pour vous, c'est un process clair et préparé. 25%, on va dire un quart des personnes ont répondu ça. Alors pour toutes les autres, c'est improvisé, c'est le flou complet, c'est du stress pour un certain nombre. L'entretien de vente, finalement, c'est quoi, Olivier Guérin? Alors, le problème, mon cher Lionel, c'est que je suis normand. Donc, en fait, du coup, je vais dire des oui et des non. Derrière votre question, et j'entends, est-ce que c'est un questionnaire? Alors, comme je suis normand, j'ai envie de dire, oui et non. L'entretien de vente, c'est avant toute chose une discussion.
Et en fait, moi, c'est vrai que je suis un passionné du questionnement profond, des questions et les meilleures questions aident à vendre. On en parlera plus tard. Mais surtout, en fait, il faut en faire une discussion profonde. Et du coup, c'est ça qui est très important. Ça peut pas être un questionnaire pour ça, effectivement. C'est la première des choses. Ça va être un échange profond qui s'intéresse tout de suite au fond du sujet du client. Et comme en rebondissant sur ce que vous avez dit, Erwan, ce qui est fondamental, c'est s'intéresser aux résultats pour obtenir le client de la collaboration avec vous. D'accord. Alors, l'entretien de vente, est-ce qu'on peut l'improviser? Est-ce qu'on doit absolument le préparer, remplir des cases et avancer petit à petit en suivant un processus très, très précis? Comment est-ce que vous voyez les choses l'un et l'autre? Est-ce qu'il faut absolument tout préparer et puis suivre les séquences? Est-ce qu'il y a une part pour l'improvisation? Concrètement, comment ça se passe? Pour moi, il faut écrire sa partition, évidemment. Mozart ne va pas jouer sans avoir écrit avant. Voilà. Et tous les musiciens ont une partition. C'est, je crois, beaucoup trop complexe un entretien de vente pour laisser simplement son talent. Et quand on voit des consultants qui savent pas vendre, c'est du moi-je, c'est avec des plaquettes et puis ils répondent simplement aux questions de leurs clients. Bref, ils ne dominent pas du tout le sujet. Donc moi, je suis relativement pour des processus très précis, car il faut respecter le processus de l'acheteur, processus psychologique. Donc on doit s'adapter. Il y a un début, une fin. Et plus on va avoir cette partition claire, plus on pourra justement exprimer de l'émotion, être vraiment à l'écoute. Autrement, on fait que subir les questions de notre client. Et c'est nous, en principe, qui devons animer selon un processus tout à fait déterminé. Voilà comment je vois les entretiens. On peut parler, Erwan, des grandes étapes de ce processus. Vous dites il y a un début, il y a une fin. Est-ce qu'on peut les caractériser concrètement? C'est quoi ce processus? Oui, premièrement, dans le rendez-vous numéro 1, l'objectif est d'abord de comprendre quel est le problème de notre client. Voilà. Malheureusement, je pense que 100% des consultants construisent leurs propositions par rapport aux besoins exprimés. Pour moi, c'est une erreur. Le besoin est déjà une interprétation. Nous, notre boulot pour bien aider notre client, c'est d'identifier quel est son problème. Évidemment, un problème, vu qu'on a construit des interventions, un problème construit, pareil, une intervention. Donc, il faut favoriser cette prise de conscience. Quel est le problème? Les conséquences du problème? Pourquoi il l'a? Voilà, il faut qu'il prenne conscience qu'il doit résoudre ce problème-là. Si on cherche tout de suite à présenter son offre sans cette prise de conscience, ça ne sert strictement à rien. Voilà un exemple. D'accord. Donc ça, la prise de conscience, c'est une étape clé de l'entretien de vente. De votre côté, Olivier, comment vous la faites, apparaître, cette prise de conscience? Comment vous la créez? En fait, le sujet de l'entretien de vente, c'est qu'il doit être préparé. Effectivement, je reviens sur votre question, Lionel. Il doit forcément être préparé en amont. Et après, le stade ultime, c'est pour en faire quelque chose de naturel. Donc, c'est pour ça qu'il faut être préparé d'abord pour ensuite et que ce soit naturellement exprimé. Et par exemple, sur l'entretien de vente, typiquement, moi, j'interdirais les PowerPoint. Alors, je sais peut-être qu'on pourra avoir des divergences avec Erwan, mais en tout état de cause, dans un premier entretien, en tout cas, j'interdirais quasiment le fait d'avoir un PowerPoint ou quelque chose à montrer, en tout cas, de l'amener le plus tard possible. Mais pourquoi? Parce que c'est quand même pratique d'avoir des supports pour pouvoir dire ce qu'on fait, présenter son Pourquoi? Parce que pourquoi pas amener des questions? Pourquoi se priver de ça? Pourquoi? Parce que les gens ne se souviendront pas de ce qu'ils ont dit avec vous, ils se souviendront de l'émotion qu'ils ont ressentie avec vous. Et c'est pour ça qu'il faut autant aller travailler sur une discussion profonde. Le B2B, ça n'existe pas. Le B2B, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le H2H, c'est d'humain à humain. Oui, tout à fait. Erwan, vous utilisez des supports? Si, sur l'idée le PowerPoint, c'est vrai, enlève de l'émotion. Mais dans notre premier rendez-vous, la plupart de nos prospects, nos clients n'ont pas fait émerger leurs problèmes. Donc, moi, je conseille de venir avec beaucoup d'informations comme une mini-conférence. Et dans ce cas-là, j'ai quelques outils de présentation. Parce que la mini-conférence, comme ça, tout le monde a envie de nous accueillir. Moi, à un moment, je prospectais quand je faisais de la fidélisation et je disais aux gens, est-ce que vous souhaiteriez connaître la nouvelle démarche de fidélisation? Vous allez découvrir. Les gens me disaient, mais bien sûr.
Donc, apporter une mini-conférence permet déjà de faciliter la prise de rendez-vous. Et on profite, alors là, j'ai quelques diapos, justement, animés, pour poser les bonnes questions dans cette mini-conférence, pour faciliter cette prise de conscience indispensable de nos clients. Voilà pourquoi j'utilise les PowerPoint. Mais il est vrai que j'essaye d'en faire le moins possible et qu'il faut qu'il soit dans la conversation. C'est plus, le PowerPoint est un moyen pour poser les bonnes questions et non pas présenter. Présenter les choses, de toute façon, au premier rendez-vous, on n'a rien à présenter. Qui aime se faire présenter? Qui aime se faire présenter des choses? Voilà. Je retourne à la question à notre audience. Totalement. Le PowerPoint sert à poser les bonnes questions. Voilà. Vous pouvez éventuellement réagir dans les commentaires si vous le souhaitez. Alors finalement, en vous écoutant, voilà, j'ai l'impression que il y a un adage qui dit que si on a deux oreilles et une seule bouche, c'est qu'il faut peut-être passer 2 fois plus de temps à écouter qu'à parler. Et est-ce que c'est vrai aussi quand on veut vendre quelque chose? Est-ce que l'écoute est une des choses les plus importantes? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, je ne sais pas si Erwan. En fait, oui, c'est la chose la plus difficile à faire quasiment. Écouter, c'est se priver du plaisir de dire. Écouter, c'est être capable de faire des silences. Vous voyez, comme je le fais à l'heure actuelle. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais il y a beaucoup de gens à qui ça pose des tas de problèmes. Donc, en fait, j'ai envie de dire, et d'ailleurs, je vais comme ça va pouvoir donner un conseil aussi aux personnes qui nous regardent. Un bon objectif, par exemple, sur un entretien, premier entretien découvert, c'est que le temps de parole, c'est ne pas parler plus de 30% du temps. Et donc, laisser les 2/3 du temps au client pour s'exprimer. Donc, la seule façon d'y arriver étant forcément de poser des bonnes questions. Mais je suis sûr que je vais avoir des bonnes questions à vous soumettre. Alors, j'en profite là pour passer cette petite citation de Montaigne. On ne mesure pas l'intelligence de l'homme à ses réponses, mais à ses questions. Est-ce que ça veut dire qu'un bon vendeur, est-ce que Montaigne aurait été un bon vendeur? S'il applique la méthode, oui, le bon vendeur commence toujours par poser les bonnes questions. Et c'est ça la complexité. Et malheureusement, la plupart font que présenter ce qu'ils font, avec une petite découverte qui n'est pas structurée. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Bon, alors, je vais être un petit peu contrariant parce que moi, je reçois des fois des coups de fil comme ça, souvent de plus en plus de 06, qui veulent me vendre de l'isolation thermique, qui veulent me vendre toutes sortes de choses. Et c'est toute une série de questions. Il n'y a que des questions au départ. Est-ce que vous êtes dans une maison? Est-ce que vous êtes... Et finalement, je réponds oui à chaque fois. Et effectivement, il n'y a que des questions. Mais je trouve ça personnellement un petit peu oppressant parce que j'ai l'impression d'être analysé, j'ai l'impression d'être décortiqué. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu le danger de poser trop de questions? C'est-à-dire que l'acheteur qui vous reçoit, il est quand même là pour vous écouter et avoir des informations. Comment vous dosez ça? Alors moi je suis tellement, enfin c'est ça, je bouillonne là quand vous amenez ces sujets-là, Lionel, parce qu'effectivement la problématique c'est de poser des questions qui sont des questions basiques qui n'ont aucun intérêt, des questions qui cherchent le oui. En fait, la technique de chercher le oui, elle est tellement éculée que tout le monde la voit venir à 100 km, donc forcément, ça peut pas être une bonne technique. Moi, j'ai envie de dire, là, il faut commencer par du lourd direct. Alors, je vous donne, je vais vous partager un exemple. Une des premières questions qui doit venir très, très, très vite dans l'entretien de vente, c'est qu'est-ce qui vous a convaincu de me recevoir aujourd'hui? Et celle-là, c'est une des premières à poser. Et on peut même en faire une variante. Qu'est-ce qui vous a convaincu de me consacrer 1 heure aujourd'hui? Parce que en plus, vous avez un cadre et en plus, vous savez de quoi la personne va avoir envie de parler. Du lourd. Donc ça, c'est un peu la question, ça marche, c'est la question qui tue, quoi. Et Olivier, vous avez quel type de réponse à cette question-là? Est-ce que les gens sont un peu décontenancés? Qu'est-ce qu'on vous répond? Jamais une seule fois on m'a dit que je posais trop de questions. Non. Voilà une bonne croyance imitative d'un paquet de consultants et de commerciaux. Là, pour le coup, il y en a pour tout le monde. J'entends ça. Mais si je pose trop de questions, mais non, mais c'est pas quoi dire en fait. Ok. J'en profite. On ne pose jamais assez de bonnes questions, mais je vous en prie. Il y avait ce chiffre-là qui était amusant.
22%, enfin amusant. 22% des personnes tuées en voiture ne portaient pas leur ceinture de sécurité. 72% des commerciaux ne savent pas la boucler. J'aime bien faire ce genre d'animation et ce genre de création graphique. Donc, quand on sait pas vendre, ça veut dire qu'on parle trop. Il faut arrêter de parler. Faut poser des questions, faut faire parler. Je dirais qu'on parle dans n'importe quel sens, comme une pièce de théâtre, il y a un début, une fin. Et la plupart, quand on écoute les consultants qui ne savent pas vendre, tout est mélangé, quoi. Et puis ils répondent aux questions. Voilà. Finalement, le maître de séance, c'est le prospect. C'est ça la grave erreur. Moi, je suis d'accord de poser des questions assez directes. Moi, je vous pose la question, mais quel est votre point de réflexion sur tel et tel sujet d'entrée, quoi. Ça, voilà. Les questions que vous avez eues, Lionel, au téléphone, c'était des questions pour valider le potentiel. Est-ce que vous êtes propriétaire? Tout ça, c'est pas des bonnes questions. Hein. Donc, c'est pour ça que les questions sont en fonction de ce qu'on vend aussi. On trouve ces questions par rapport à son offre. Et ça est beaucoup plus facile. Donc, maintien, les questions, c'est la solution. Alors, j'en profite pour vous poser une autre question, Erwan, c'est la question de la posture. Finalement, je crois qu'on est assez nombreux quand on ne sait pas vendre, presque de remercier d'être ici, d'avoir été reçu, presque de s'excuser et de présenter son offre. On est un peu embarrassé. Il faut quand même être sûr de soi. C'est pas si évident de vendre. Il faut être sûr de ce qu'on a produit, du service qu'on a préparé. Ça demande une certaine assurance. Et finalement, quand on est en face du client potentiel, parce qu'il peut nous apporter du chiffre d'affaires, parce qu'on en a besoin, etc., on peut avoir une posture qui est un petit peu une posture de s'il vous plaît. C'est quelque chose qu'on peut vivre comme ça. Et je pense que je suis pas le seul à avoir ça en tête. Comment vous traitez ça? Comment vous prenez en compte ça? On revient toujours à la même chose. Quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas travaillé ces entretiens de vente, on va faire toutes les erreurs possibles imaginées. Quand vous arrivez et vous dites merci de me recevoir, attendez, c'est moi qui ai fait 80 bornes pour y aller. Ce serait plutôt à lui de me dire merci de venir, quoi. C'est pas, on n'est pas là pour dominer son client. On est là pour être égalité. Voilà. Quand je vois voilà, donc c'est pour ça, moi, je l'emmène dans mon processus. Je lui explique très clairement comment ça va se passer, qu'il y aura un deuxième rendez-vous et que si tout se passe bien au deuxième rendez-vous, on planifiera l'intervention. Les choses sont claires. Ouais, et je me présente comme vendeur. Voilà, que mon objectif est de travailler ensemble. Pas dire, je suis là simplement pour vous présenter quelque chose. C'est pas clair. Moi, j'aime bien les Américains là-dessus. Je suis là pour faire du business, mais il y a un bon sens dans le business. Nous, en tant que consultants, vendre, c'est aider son client. J'insiste là-dessus. Hein. On est là pour aider, on n'est pas des malfrats. Et la première chose à faire, c'est de bien construire son entretien pour pouvoir aider son client, pour qu'il comprenne sa situation, pour qu'il comprenne quelle est la réalité de son problème. Si on ne le sait pas faire, on va répondre aux besoins exprimés du client, qui ne sera pas du tout la bonne réponse. Donc, ne pas savoir vendre, ce n'est pas aider son client. C'est dramatique pour moi. Hein. Ne pas savoir vendre, ce n'est pas aider son client. On va vendre des choses qui ne donneront pas les bons résultats. Pour moi, c'est une faute. Olivier, vous êtes assez inspiré de ce qui se passe outre-Atlantique, parce que vous y allez régulièrement, et vous dites les Américains, ils savent un peu mieux faire que nous. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, en fait, moi, je m'appuie sur les outils d'évaluation des compétences. Alors, ils savent un peu mieux faire. Alors, peut-être aussi, ils sont plus sensibles aux résultats parce que la culture, eux, il n'y a pas de problème de commerce. Hein. Enfin, le commerce, c'est pas vu comme une profession sale. Hein. C'est quand même un peu mieux considéré qu'en France, qu'en Europe, dans la culture latine. En fait, du coup. Ils sont plus sensibles au fait de se former, ils sont plus sensibles de s'améliorer. Ce qui m'avait frappé dans les librairies, enfin dans des livres ou dans les points presse, c'est le nombre de bouquins qui traitent du développement et de la façon de vendre. Il y en a beaucoup plus qu'en France. Et par contre, je vais quand même surenchérir sur ce que vous avez dit, Erwan. Vendre, c'est aider. Et j'irais même encore plus loin, vendre, c'est guider. Un vendeur est un Sherpa. Un Sherpa, c'est quelqu'un qui montre un chemin différent, un chemin moins dur, qui permet d'emmener son client à l'endroit où il veut aller, en le débarrassant de charges et de tâches pénibles. C'est comme ça qu'il faut vivre sa fonction.
Ok. D'ailleurs, il y a une phrase qui est américaine qui dit si vous savez que ce que vous faites apporte beaucoup de valeur à quelqu'un et peut vraiment l'aider, ne pas chercher à vendre est non seulement une erreur, mais une faute. J'aime bien cette posture du vrai vendeur. Ouais, c'est une vraie la vraie bonne posture. Je pense Ouais. que sur l'entretien de vente, elle est fondamentale. Voilà, donc ça demande de la technique. Quand je vois la plupart des entrepreneurs au sens large arrivent créer leur boîte, mais sans aucune préparation marketing, vente et tout ça, ils vont faire ce que j'appelle la causette. Ça s'appelle la causette avec leurs clients. Comment voulez-vous que ça marche, quoi? N'oublions Cosette, pas. comme dans Victor Hugo ou la Cosette, Ouais, petite voilà, discussion? exactement. Ah, parce que la Cosette crée les Cosettes? Voilà, et donc c'est dramatique parce que finalement, la grande compétence des gens, leur savoir-faire disparaît faute d'entretien de vente. N'oublions pas, l'objectif d'un entretien de vente, c'est un taux de transformation, c'est-à-dire vendre le maximum de fois par rapport à là, et deuxièmement, vendre au bon prix. Si on faisait l'analyse des tarifs journaliers des consultants, je vais vous dire, la très grande majorité est inférieure à 1 000 euros. Voilà, on ne peut pas gagner sa vie parce que faute de savoir vendre, on vend au mauvais prix. Et ça, c'est essentiel. Donc la vente et l'offre, bien sûr, mais tout ça sert à vendre bien, au bon tarif, et évidemment, sans remise. Je sais pas ce que tu en penses. Créer des causettes, ce webinaire aura eu au moins l'avantage de créer un nouveau slogan qui pourra être réutilisé. Il nous reste 5 minutes, messieurs, avant de prendre les questions. J'aimerais qu'on soit maintenant hyper concret. Voilà, je suis un nouveau consultant, je me lance, j'étais salarié pendant 20 ans, admettons. Je me lance, je veux faire du conseil. Par contre, j'ai jamais appris à vendre. Qu'est-ce que je dois retenir sur l'entretien de vente? Quels sont les 3 points essentiels? Comment est-ce que je le prépare? Quelles sont les 2 ou 3 questions à poser qui sont essentielles? Olivier, je vous laisse commencer. Alors, un point important, c'est de quantifier la douleur du client. Donc, il va falloir arriver à quantifier, donc ça ne peut passer que par du questionnement, arriver à faire dire au client combien ça lui coûte en termes de temps, d'argent, de frustration, de ce qu'on veut, d'avoir le problème dont il est en train de parler avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Par exemple, imaginons que je sois en train de vendre une formation en vente, ce qui est mon cas le plus concret. Combien vous coûte la déperdition, le chiffre d'affaires chaque année? Quel est le taux d'attrition? Quelles sont les conséquences? Vous devez faire quoi pour arriver à corriger le tir? Combien finalement ça vous coûte de nouvelles embauches? Combien de marge ça vous a coûté? Et quelle énergie, quelle frustration? Et qu'est-ce que vous empêche de faire par ailleurs? Donc en fait, là je l'ai fait sur un exemple qui est le mien. Mais dans la réalité, ça doit être transformé dans ce que vous avez à vendre. D'arriver à poser des questions sur quelle est la quantité de douleur que ça génère. Parce que sinon, comme vous l'avez dit avant, ce sera incapable de positionner un prix qui sera en regard. Totalement. Moi, je ne parle pas de douleur, je parle d'enjeu. Oui. Moi, c'est l'histoire de la balance, vous savez. On achète du conseil parce que c'est rentable. Donc, il va falloir aider notre client à comprendre ce que ça veut dire, cette rentabilité. Quelles sont les conséquences qu'on va enlever, la douleur, quels sont les risques si le problème perdure, et quels sont les gains si jamais on solutionne ce problème-là. Et vous voyez, entre le risque et le gain, c'est le prix de votre prestation. Voilà. Donc, même quand on fait voilà, c'est exactement ça. Quels sont les coûts, quels sont les gains? N'oubliez pas que 90% des gens achètent plutôt pour éviter des risques. Voilà. Donc, si on n'évalue pas les gains, comment voulez-vous que votre client perçoive la rentabilité de ce que vous faites? Personne ne va mettre 10 000 euros s'il ne voit pas de rentabilité. Voilà. Donc, il faut aider son client, aider son client à voir clair. Voilà pourquoi il faut vraiment évaluer les enjeux pendant un entretien de vente. C'est clair. Ok. Autre conseil très concret qu'on peut donner sur la préparation de l'entretien de vente, quelque chose qu'il faut utiliser à chaque fois pour être efficace. Ouais, moi, je fais quelque chose qui est très spécifique aux consultants. Règle 1, ne jamais envoyer une proposition par mail, parce que la personne est toute seule avec son papier et vous êtes sûr de ne pas vendre. Et puis, vous appelez au téléphone derrière pour savoir la réponse. Évidemment, la propale est déjà au panier. Deuxièmement, ne jamais venir avec une proposition toute faite,
sur du Word en deuxième rendez-vous, parce que là, vous laissez quoi comme possibilité à votre client? Acheter ou pas acheter. Donc la vraie solution, c'est de coproduire la solution en deuxième rendez-vous. On laisse dans son offre un choix ou deux maximum pour que le client s'implique. Si vous allez acheter une télévision dans un grand magasin, c'est vous qui décidez ce que vous achetez, même si le vendeur vous propose différentes télés. Donc, il faut permettre à votre client de s'impliquer dans son achat. La coproduction. Olivier? En fait, c'est transformé dans la relation, effectivement, dans la vente. Il faut bien comprendre que c'est pas vendre à quelqu'un, c'est vendre avec et pour quelqu'un. Et un entretien de vente, c'est pas un jeu de puissance 4 où il y a un gagnant et un perdant. C'est un puzzle qu'on met sur la table et on se met côte à côte pour trouver le morceau qui manque. Très bien. Alors, on va passer aux questions parce qu'il est temps. Messieurs, je vous laisse peut-être la parole encore une minute. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dite sur l'entretien de vente et qui vous paraît importante? Moi, j'ai envie de rajouter une chose, j'en ai touché un mot, c'est l'objectif. Je pose souvent la question en formation, quel est le bon objectif d'un entretien de vente? Et j'entends des vendre, j'entends des présenter, j'entends des démontrer, j'entends signer. Bon, ça peut pas être un bon objectif. Un bon objectif, c'est un objectif qui est un verbe d'action qui vous concerne vous-même et qui doit imprimer le tempo et donner vraiment ce que vous devez faire, parce que sinon ça devient une finalité et ce n'est pas entièrement votre contrôle. Donc j'aime bien partager cet objectif que vous pourriez, j'espère, écrire sur votre cahier avant chaque rendez-vous. Un bon objectif, c'est par exemple faire dire au client les raisons impératives de travailler avec vous. Faire dire au client des raisons impératives de travailler avec vous. Parce que naturellement, ça donne le tempo de la réunion. Et si, forcément, si vous n'arrivez pas à faire dire ça, ça veut dire que ça ne sert à rien de faire une proposition. Voilà, c'est qu'il n'y a peut-être rien à aider et donc on s'en va, on passe à autre chose. Next. Oui, c'est qu'on doit être capable de dire, écoutez, je ne peux rien pour vous. Visiblement, le sujet dont on a parlé ne mérite pas d'aller plus loin. Et de ce que vous me dites là, il y a ni raison pour vous et pour moi de perdre du temps supplémentaire. En fait, je constate aussi bien trop souvent qu'il y a trop d'affaires dans les CRM, ou quand les gens en ont. Donc, bon, normalement, ils en ont. Il y a souvent trop d'affaires, mais pas assez d'affaires qualifiées. Et vendre, c'est savoir renoncer à certaines affaires pour se concentrer sur les meilleures. Bon, très bien. Erwan, même question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé là on pourrait sans doute y passer la journée, mais voilà, on essaie de faire un format court. Une chose très importante qui nous a échappé. Pour moi, non, on ne l'a pas échappé. Pour moi, c'est identifier le problème de nos clients avant tout. C'est de là qu'on le fait. Et arrêter de présenter tout ce qu'on fait, ça n'a aucun intérêt. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de solution. Voilà. Et c'est ça ce que j'appelle l'investigation. C'est pas de la découverte, c'est de l'investigation. Si on fait ça, si le problème émerge, on a des grandes chances de pouvoir aider son client. Voilà, c'est vraiment là que ça se passe. Ouais, très bien. Bon, écoutez, c'est très intéressant. Je vais prendre une première question. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur LinkedIn ou sur YouTube. Là, vous êtes assez nombreux, jusqu'à 75, donc c'est très bien. Notamment avoir posé des questions. Je vais prendre la question de Laure, qui nous dit, qui s'adresse notamment à Erwan. Vous indiquez qu'il faut comprendre le problème et non le besoin du client. Comment aborder un client qui considère qu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire un client qui a un produit, un fournisseur qui lui convient? Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Avant le Covid, j'étais souvent sur Nanterre et les consultants viennent me voir et me disent « Erwan, j'aurais besoin que tu m'aides dans mes entretiens de vente. » Voilà le besoin exprimé. Mais au bout de 10 questions que je pose, le consultant va me dire « J'ai compris, Erwan, ce n'est pas les entretiens de vente ma priorité, je n'ai pas d'offre, il va falloir que je travaille mon offre. » Voilà. Donc, je l'ai aidé à prendre conscience que son vrai problème, c'est la construction de son offre et non son entretien de vente. J'aurais répondu à son besoin, j'aurais vendu des jours sans aucun intérêt.
Alors, ouais, moi je vais formuler potentiellement sur. Moi, j'aurais forcément des questions à poser aux clients comme qu'est-ce qui vous ferait reconsidérer les choses. Bien sûr, je me considère comme la cinquième roue du carrosse. Vous êtes très heureux de votre fournisseur. Quel est le domaine sur lequel vous aimeriez tester? Quel est le petit caillou dans votre chaussure que vous aimeriez enlever, peut-être sur tel sujet? Forcément, ça nécessite de connaître son fournisseur. Voilà, j'essaie de relancer par des questions, encore et toujours, en creusant. Voilà, c'est vrai que parfois, il faut être lucide, donc parfois on trouvera rien. Non. Mais c'est pas grave, on a fait notre boulot. Si on ne trouve pas le problème qu'on peut résoudre, pas grave. Et par exemple, après cette question, qu'est-ce qui vous ferait reconsidérer une collaboration ou qu'est-ce qui vous ferait tester une collaboration avec nous? Le plus important, ce sera de se taire à pouvoir poser cette question. Et j'ai envie de dire, le silence est une question. Oui. Ah oui, il y avait justement une remarque à ce sujet-là, un peu plus haut, qui disait est-ce que trop de silence, ça tue pas un peu l'ambiance, justement je ne trouve plus la formulation exacte, mais enfin, c'était l'idée générale. Ouais, voilà, c'est Lorenzo voilà, qui nous disait attention, trop de silence, c'est néfaste, non? Croyance imitative. Voilà. Croyance imitative. Croyance imitative, fausse croyance. Forcément, après, faut-il encore savoir poser les bonnes questions? Le silence permet à l'autre personne de mieux comprendre ce qu'on vient de dire. Parce que si on apporte trop d'informations, ça n'emmagasine pas. Le silence est là, justement, pour faciliter la compréhension. En fait, c'est une démarche quasiment de stoïcien. Vous pouvez pas contrôler les choses, vous pouvez juste contrôler votre réaction vis-à-vis des choses. C'est de votre ressort de contrôler votre façon de vivre le silence. C'est votre problème. Et vous n'avez pas à vous soucier de la façon de vivre la personne, l'autre, ou pourquoi, etc. C'est la façon dont vous le vivez, vous. Et donc, ça veut dire qu'il y a Lorenzo, je pense que vous avez peut-être un sujet à travailler là-dessus. Bon, rien de personnel, hein, Lorenzo. Hein, c'était votre remarque. Non, mais Lorenzo, vous rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, j'ai l'habitude. C'est normal. Ça se travaille. Alors, ça rejoint un petit peu la remarque de Christophe qui nous dit celui ou celle qui a le leadership de la communication et celui ou celle qui questionne en mode ouvert et non fermé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est formidable. Enfin, je ne peux qu'appuyer sur le clou que Christophe amène. Effectivement, la question fermée, ça devient un interrogatoire. Alors, je vais quand même, pour notre auditoire, qui est un auditoire forcément très éduqué, je crois même des gens plutôt attirants, des gens physiquement plutôt sympathiques et souriants, hein, j'en suis sûr. On les a sélectionnés pour ça aussi. On n'a pris que des gens très beaux et très intelligents. Effectivement. En fait, une question fermée, je vais quand même le repréciser. Donc ça, c'est niveau CE2. Donc je suis sûr que notre auditoire très éduqué va pouvoir comprendre ce que je dis. Une question fermée, c'est une question qui commence par un verbe conjugué. Toute question qui commence par un verbe conjugué est globalement est une question fermée. Et globalement, je passe mon temps à voir que les personnes n'ont aucune maîtrise de la question, elles ne se rendent pas compte qu'elles font que des questions fermées qui sont qui deviennent des interrogatoires. Exemple, donnez-moi un exemple. Pouvez-vous, avez-vous, connaissez-vous, devez-vous, voilà, ça, toutes les questions fermées qui vont rien donner. Une excellente question, ça va être une question qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui vous amènerait à, voilà, ça c'est une question ouverte qui amène le dialogue. Méfiez-vous d'ailleurs des questions pourquoi, qui peut-être le pourquoi c'est ça. Le pourquoi c'est plutôt le côté accusateur, pointe du doigt. La question qu'est-ce que elle amène plutôt la discussion. Alors, il y a des remarques, il y a des questions très intéressantes. Je peux pas toutes les prendre, j'en prends quelques-unes qui sont voilà par famille. Philippe nous dit écouter son client et reformuler sa problématique pour s'assurer qu'on a compris son client. Hein. On n'en a pas parlé, c'est effectivement la reformulation, c'est important. Ah bah, c'est essentiel parce que la plupart du temps, on n'écoute pas vraiment parce qu'on pense à parler. Donc, des fois même, le client va dire son vrai problème et on ne l'entend même pas. Donc, c'est essentiel de reformuler. Même, je fais une synthèse du premier rendez-vous à la fin et on refait la synthèse du premier rendez-vous en deuxième rendez-vous pour être sûr qu'on n'interprète pas ce que nous a dit le client.
Et comme vous habitez en Bretagne, je suis sûr que vous êtes très sensible à ce petit aphorisme que j'utilise régulièrement. Tout est bon dans la reformulation. Voilà, tout à fait. Exactement. Ouais. Alors, on avait une remarque de Natacha qui nous disait, alors moi j'ai posé exactement cette question, on m'a répondu, c'est pas un entretien RH. Alors le problème c'est qu'on ne sait pas quelle est la question. Alors je vais élargir un peu le champ de cette remarque. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à une objection de méthode? C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, bon, écoutez, j'ai un quart d'heure là, et vous me posez des questions un peu intimes. Je sais pas combien ça me coûterait de pas faire, je sais pas, la digitalisation de mon entreprise ou que sais-je. Comment on fait? C'est pas évident ça. Et ça n'arrive jamais. C'est impossible. C'est impossible. Si on a bien préparé son entretien, c'est impossible comme objection. Ça m'est jamais arrivé depuis 40 ans que je vends. Alors après, moi, quand vraiment on ne sait pas comment faire, je vais quand même donner une astuce très précise. En début d'entretien, monsieur, madame client, j'ai préparé un certain nombre de questions pour vous. Êtes-vous bien d'accord pour que je les pose? Et si je deviens trop curieux, merci de me dire d'arrêter de poser des questions, que je les trouverai trop intrusives. Ça va soulager tout le monde. C'est pas parce que vous montrez la porte de sortie que les gens vont la prendre. C'est une possibilité. Maintenant, effectivement, je ne sais pas ce que Natacha, si elle pourrait nous préciser la question. En fait, la façon, forcément, le ton de la question et la façon dont on va l'amener, quand on est déjà sur le reculoir, quand on pose une question, qu'est-ce que vous attendez de cet entretien, et que déjà on se met, peut-être on le dit de façon avec un conditionnel, un verbe au conditionnel, ou une façon un peu étrange qui dit non, alors vous dites vous voulez oui. C'est peut-être ça aussi. Je veux bien que Natacha reprécise. Si elle a... Oui, Natacha, vous pouvez, j'ai la question. Alors Natacha, si vous pouvez réécrire la question, comme ça on va... Je rebondis sur ce que dit Olivier. Moi, il est clair qu'en début d'entretien, rendez-vous numéro 1, j'explique totalement ce qu'il va voir dedans. Donc la personne sait qu'à un moment, je vais lui dire, mais j'ai besoin de savoir quels sont vos points de réflexion. Donc j'aurai des questions à vous poser, je le précise. Voilà. Il n'y a aucun souci, ça c'est... Alors, je reviens sur la question de Natacha. Ils sont très contents de répondre à nos questions. Et au moins, ils parlent de leur entreprise, ils parlent de quelque chose qui leur est cher quand c'est des entrepreneurs. Donc, au moins, c'est clair. Moi, je trouve la question, il n'y a pas de problème. Faut alors, la question de Natacha était la suivante. Voilà. Celle à laquelle on lui a répondu, c'est pas un entretien RH. Qu'est-ce qui vous a convaincu de me consacrer du temps? Voilà. Mais en fait, c'est vrai que je suis très étonné. Effectivement, la question, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver 100 fois par ailleurs. Là, globalement, les gens, à poser une question de ce type, c'est s'intéresser à la personne. Alors, je ne sais pas comment elle a été dite, je connais pas le contexte de Natacha. Bon, c'est pas parce que celle-là n'a pas fonctionné qu'elle fonctionne, qu'elle va pas refonctionner par ailleurs. Après, ça peut peut-être l'amener différemment. On va être ensemble tant de temps, on dirait 30 minutes. Qu'est-ce qui ferait que ces 30 minutes avec moi aujourd'hui seraient 30 minutes intéressantes pour vous, peut-être même les 30 minutes les plus intéressantes de votre journée? Très bien. Bon, merci de cette réponse. Je change de sujet avec Mathieu. Conseillez-vous l'utilisation de l'humour? Moi, je conseille d'être naturel, d'être soi-même. Et si on fait beaucoup d'humour, on en fait. Si on n'en fait pas, on n'en fait pas. Voilà. Le naturel. Il faut être soi-même. Ça, c'est une grande différence. Faut être vraiment soi-même. Et on gagne en émotion si on est soi-même. Il faut chercher l'émotion, effectivement. Je le répète, les personnes ne se souviendront pas de ce que vous avez dit et se souviendront de comment elles se sont senties avec vous. Un peu de légèreté, oui, ça aide. Ok. Gaël, comment ne pas trop vulgariser lors de la reformulation envers le prospect néophyte? Je ne vois pas la question. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que oui, on vend un service élaboré, complexe, qui demande du temps à être expliqué, et pour pas prendre trop la parole, on simplifierait beaucoup, mais on pourrait simplifier à l'extrême, parce que c'est vrai que les consultants parfois vendent des services qui sont très, très élaborés, qui demandent d'ailleurs souvent beaucoup de pédagogie. Du coup, comment on prend ça en compte? Non, la reformulation, c'est simplement un éclaircissement de ce que vient de nous dire le client. Il y a plusieurs techniques de reformulation sur un mot, sur une phrase. Voilà, c'est les choses qui mettent clair. Et justement, le client prend conscience qu'on a compris et qu'on est là pour l'aider. C'est excellent, la reformulation. Il n'y a pas...
Ouais, C'est vraiment recommandé même. Très bien. Écoutez, je vais terminer avec Nicolas. Voilà, c'est pas une question. Churchill est devenu Premier ministre en se taisant. C'est bien, j'aime bien cette. On va le croire. Donc du silence, du rythme aussi peut-être. Il y a des choses qui sont pas quantifiables. Il y a la relation humaine. Est-ce que, oui, tiens, moi c'est une question que je vous pose comme ça. Est-ce que quelle distance est-ce qu'on doit tenir par rapport au client? Parfois, ça se passe bien avec le prospect, qui n'est pas encore un client, ça se passe bien. On sent qu'on s'entend bien. On va pas dire qu'on va être copains et qu'on va aller boire une bière, mais il se passe quelque chose quand même. Et parfois, on a envie justement d'aller là-dedans parce que c'est à la fois agréable et puis en plus, ça peut peut-être, se dit-on, favoriser le passage à l'acte de vente. Est-ce qu'il faut résister à ça? Comment vous vivez les choses? Moi, je garde sur la même base. Il y a peut-être un peu plus d'échanges, mais je garde toujours le même principe. Par exemple, je refuse d'aller au restaurant tant qu'un prospect n'est pas client. Moi, je fais pas de business au restaurant. Je reste cette posture de consultant vendeur. Et voilà, il s'enlève pas la sympathie. Mais par exemple, quand j'ai fini mon entretien, je vais partir aussitôt. Je vais pas rester et faire la causette. Ça dénature la valeur qu'on apporte. Voilà ma position. Après, on peut un peu plus sympathiser, pourquoi pas, oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Vous en pensez, Olivier? Oui. Je pense que la sympathie vient avec le temps, effectivement. Après, je vais quand même éclairer ça peut-être un peu différemment. Je voudrais éclairer le fait que c'est pas le relationnel qui fait vendre, c'est la confiance. D'accord. Ce que vous devez chercher à atteindre, c'est gagner de la confiance et Erwan, vous enfoncez le clou, hein. Faut être un professionnel et ça va avec. Ça n'empêche pas d'être sympathique, peut-être faire un peu de légèreté. On peut tout à fait être pro et léger et faire un brin d'humour. Voilà, y a pas de souci. Mais en tout cas, oui, ce qu'il faut chercher à faire, c'est de la confiance. Donc tout de suite, arriver à montrer qu'on maîtrise le sujet. Le but ultime étant de maîtriser le sujet, d'avoir préparé, d'avoir ces questions, etc. Et en plus que ça paraisse naturel. Bon, écoutez, c'est sur ces derniers propos sur la confiance qu'on va terminer cette table ronde en ligne. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci, messieurs Erwan et Olivier. Alors, un petit mot, je vais partager mon écran pour vous montrer un document. Voilà, que je vais communiquer donc sur LinkedIn. Vous trouverez le lien. Vous retrouverez sur ce document en ligne une colonne consacrée à Erwan Gouez, son profil LinkedIn si vous voulez le contacter. Et vous pouvez télécharger, merci Erwan, le guide pratique de la vente du conseil en PDF, donc son livre blanc. Et puis, vous pouvez assister à ces prochains webinaires qui auront lieu le 18 et 24 juin sur la construction de l'offre. Pour Olivier, pareil, un lien vers son profil LinkedIn, son livre blanc qui s'appelle 100 questions pour vendre et que vous pouvez télécharger directement sur le lien. Ça pourra inspirer pas mal de gens, je pense. Eh ben, on l'espère. Et puis, un lien vers un livre auquel vous avez collaboré, Olivier, qui s'appelle Vente, tout simplement. Pourquoi faire compliqué, pourquoi faire simple. Un livre coécrit avec deux autres, Olivier et Alexandra, qui va inspirer beaucoup de monde. Ok, écoutez, très bien. Et puis, je mettrai sur ce même lien le replay. Vous avez été assez nombreux à me demander est-ce qu'il y aura un replay avant. J'ai pas répondu volontairement parce que j'avais envie que vous soyez là en direct. Donc, il y aura un replay que vous pourrez retrouver sur le lien et que je communiquerai de toute façon à Olivier et à Erwan qui pourront le diffuser aussi s'ils le souhaitent sur leur profil LinkedIn. Voilà, écoutez, c'est terminé. Encore merci Erwan et Olivier de vous être prêtés au jeu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et puis il y aura peut-être d'autres émissions sur la vente, émissions, table ronde, webinaire, on appelle ça comme on veut. En tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir et à très bientôt. Merci, bye. Au revoir. À bientôt Lionel, à bientôt Olivier. Bye bye. Portez-vous bien.